D'abord, qui sommes-nous? On organise, nous, l'Initiative féministe européenne, cette série de séminaires avec la Fondation Gabriel Péri, avec laquelle nous avons déjà fructueusement collaboré et que je souhaite remercier. L'Initiative féministe européenne est un réseau qui va fêter ses 10 ans, qui est né dans le cadre du Forum social européen autour de la question du pouvoir, qui s'est constitué et structuré dans le non à la Constitution, dans le non féministe au projet de Constitution européenne, et qui travaille maintenant, qui s'attache depuis 2004 donc à influencer et à peser sur le rapport de force féministe en Europe et maintenant dans la région européenne, euro-méditerranéenne, pardon, pour faire avancer, promouvoir et préserver l'égalité des sexes, non comme un plus souhaitable, mais comme une question politique majeure et comme un prérequis à toute transformation sociale. Ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que la domination de sexe n'est pas dissociable pour nous des autres formes d'oppression et d'exploitation, et que bien sûr on n'attend rien d'une Europe dans laquelle le système économique, sous les nouveaux habits du capitalisme financier, génère des reculs sociaux massifs, avec des conséquences très lourdes, prioritairement lourdes pour la vie des peuples en général, mais au premier rang très lourdes pour le quotidien des femmes. Depuis maintenant près de 7 années, on travaille avec les femmes des organisations de femmes du Moyen-Orient et du Maghreb pour la promotion d'un agenda commun pour l'égalité. Et je dois dire que ce qui nous unit, au-delà de la grande diversité de nos situations, de nos expériences, de nos approches, de nos cultures, c'est la lutte des femmes pour leur présence libre et leur action libre dans l'espace public, avec un pôle fédérateur qui est l'universalité des droits, c'est-à-dire que nous refusons toute atteinte aux droits fondamentaux des femmes au nom d'une quelconque tradition, culture ou religion, et que nous agissons ensemble pour la promotion de sociétés démocratiques et laïques. La question, alors l'égalité c'est pour quand, que les féministes posent souvent, n'est ni fumeuse ni provocante, mais elle traduit simplement une exigence, notre exigence. Il est en effet socialement accepté, toléré, qu'il faudra attendre plusieurs années, plusieurs générations, pardon, pour parvenir à l'égalité dans tous les domaines. Et je crois que maintenant, on ne veut plus se résoudre à l'inacceptable et on est fatigué d'attendre. Hein. Je pense que c'est ça. Le contexte aujourd'hui dans la région euro-méditerranée est d'une part celui d'une Europe qui est ravagée par la crise, les plans d'austérité successifs, qui est en but à la montée des populismes et des extrémismes, des nationalismes, des intégrismes, et d'autre part des pays arabes où les peuples, et en premier lieu les femmes, encore une fois, se voient privés des fruits de leur lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice sociale, pour la dignité. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de se battre pour l'application de nos droits, pour la conquête de nouveaux droits, mais il faut se battre contre la régression de ces droits. La montée des intégrismes religieux et la présence massive et arrogante de l'OTAN, l'intrusion croissante des religions dans la sphère publique pose clairement les enjeux, en effet, en termes de lutte, de régression. Et nous battons contre l'idée
d'une égalité qui est déjà là. Parce que l'Europe, sous ses vêtements démocratiques, a une réputation quand même ancrée, selon laquelle, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb avec lesquels nous travaillons, tout est largement acquis. Et ce que nous avons fait, c'est de montrer que la différence entre notre situation, notamment en termes de participation politique, et la leur était en effet réelle, mais qu'elle n'était pas si importante que cela nous empêchait de travailler ensemble sur cette question. Ce que nous faisons. L'égalité, la citoyenneté et l'universalité des droits sont pour nous trois notions indissociables. Et c'est à travers ce prisme que nous analysons tous les mécanismes d'oppression et de violence à l'encontre des femmes dans nos sociétés. À l'heure où l'on parle beaucoup d'initiatives citoyennes, de valeurs citoyennes, d'entreprises citoyennes, nous dénonçons, à la lumière de nos analyses féministes, un concept de citoyenneté qui est creux, qui est vidé de son sens, comme l'ont fait les suffragistes avec le suffrage dit universel au milieu du XIXe siècle. Pour nous, la pleine citoyenneté suppose l'exercice de ses droits, la jouissance de sa liberté d'action et de mouvement dans l'espace public, le respect de ses croyances, l'égalité de traitement, le respect de son intégrité physique et psychologique, et de sa dignité. Quelle citoyenneté, donc, pour celles qui sont largement exclues des sphères de décision politique et donc privées de la maîtrise des destinées de leur pays. C'est le thème de notre session d'aujourd'hui. La présence des femmes dans la sphère politique et dans ces instances de décision sont des enjeux démocratiques de premier plan, car les femmes doivent pouvoir être les actrices de leur propre histoire. Et les obstacles à leur participation à cette vie politique sont nombreux. Le poids des traditions, la force des stéréotypes, l'inégale distribution des ressources, des tâches et des temps sociaux, l'apartheid professionnel de genre, l'inégal accès à la formation professionnelle, etc. De plus, il faut dire que dans notre pays, mais c'est une vérité universelle, beaucoup est fait pour donner à penser qu'une femme qui s'investit dans la sphère publique, dans la sphère politique, le fait au détriment de sa vie privée et de sa famille, et la culpabilité n'est jamais bien loin. Bien que les femmes participent évidemment plus activement à la vie publique, le modèle social traditionnel attend toujours d'elles qu'elles assument l'essentiel des tâches dans la vie privée, et le vieil adage « le privé est politique » reste tout à fait vrai. Les causes de la résistance sociale à prendre en compte cette dimension sont connues. La structure hiérarchique et verticale des partis politiques, le poids du modèle patriarcal, la résistance des hommes à céder un pouce de leur pouvoir, la contribution des femmes elles-mêmes à la reproduction du système. Tout ça sont des réalités qui font que les choses, en dépit de décrets, de lois, de résolutions, ne bougent pas ou bougent peu. Il faut donc s'attacher évidemment à éliminer et à voter des lois, à éliminer des obstacles matériels qui empêchent l'accès des femmes à la vie politique, mais aussi lutter contre les stéréotypes, et notamment un stéréotype extrêmement fort qui est l'idée qu'il y a un antagonisme entre femmes et pouvoir. Et nous sommes toujours opposés contre toute justification de l'absence des femmes dans les sphères de décision au nom d'une soi-disant identité féminine caractérisée principalement par l'inaptitude ou le non-intérêt pour le pouvoir, pour la politique.
Il faut du temps si l'on aspire à une vie citoyenne. Donc, la nécessité est là de travailler à une meilleure articulation du travail et des autres activités pour les deux sexes. Et pour que les femmes puissent s'investir comme elles le souhaitent dans la vie publique, il faut prendre des mesures pour que les hommes prennent beaucoup plus en charge les tâches familiales et domestiques. C'est un réel défi dans un moment où, à l'échelle de l'Europe entière, le démantèlement des services publics, en particulier, transfère très largement les responsabilités de l'État et des collectivités locales vers la sphère privée et ramène très largement, de fait, les femmes à la maison. Alors, le rôle des femmes dans les parlements, est-ce que la présence de femmes dans les parlements fait la différence en politique ? Michelle Bachelet, dont on parle beaucoup ces jours-ci, au sujet des élections chiliennes, avait déclaré une fois, lors de son premier mandat présidentiel à la télévision espagnole, qu'elle avait répondu à cette question en disant « Une femme qui entre en politique change, un millier de femmes qui entrent en politique changent la politique ». Alors, de quelle politique est-ce qu'on parle quand l'écrasante majorité des sièges dans les parlements nationaux sont occupés par des hommes? Est-ce que vous avez déjà vu des photos des chefs de gouvernement européens qui ressemblent vraiment à une véritable caricature de la démocratie? Ou le G20, oui, s'agissant, oui, absolument. De quelle citoyenneté parle-t-on lorsque les femmes, pour s'investir dans une carrière politique, doivent montrer des capacités à jongler entre la vie publique et la vie privée? Et de quelle démocratie parle-t-on lorsque seules les femmes qui ont les moyens de se faire aider à la maison peuvent siéger dans les assemblées élues? Alors, bien sûr, on sait par expérience que la présence des femmes dans les assemblées est nécessaire pour contribuer au rapport de force et pour promouvoir des lois en faveur de l'égalité contre les violences. Mais sans dévaloriser, évidemment, ce travail législatif, il faut dire que ce n'est le début de la route et que cette route, elle est pleine d'obstacles. C'est là que la vigilance de l'action d'élus, pas seulement d'élus femmes, mais d'élus féministes ou d'élus femmes, mais qui travaillent en lien étroit avec les associations de droits des femmes sur le terrain, est requise. L'absence de lien entre les élus et la société civile nous apparaît comme un obstacle majeur à la prise en compte des droits des femmes dans tous les pays avec lesquels nous travaillons. Alors, en gros, non pas quoi faire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, on s'attache à mobiliser pour obtenir l'accès des femmes dans les instances. Et ça n'est pas suffisant. Il faut aussi en finir avec la marginalisation des idées féministes. Il faut déconstruire les normes qui sont transmises dès l'enfance. Il faut créer des stratégies pour aider les femmes à s'investir dans la sphère politique et à se porter candidates. La démocratisation des institutions, la lutte contre l'injustice sociale et la précarité sont des prérequis pour l'accès à toutes les femmes, qui sont quand même 80% des travailleurs pauvres, à la vie politique. Car la vie politique, ce n'est pas simplement le manque d'argent, le manque de nourriture, c'est aussi le manque d'autodétermination et de possibilité de s'investir dans la vie politique. Il faut que des moyens soient alloués par les gouvernements pour aider les femmes à assumer des responsabilités politiques, quel que soit leur statut social. Il faut développer aussi, il faut exiger, que les textes sur l'égalité dans la sphère politique, au niveau national, au niveau européen, aient un caractère contraignant. Il faut exiger que les organisations féministes qui n'ont qu'un statut consultatif au niveau des institutions européennes, soient reconnus comme des partenaires sociaux à part entière à l'égal des syndicats. Les bougets que les femmes ont réussi à arracher dans la sphère politique sont récents et restent fragiles, donc des mesures structurelles doivent être prises par les gouvernements pour aider les femmes à assumer des responsabilités. Pour mettre en œuvre
un rapport de force politique efficace et changer les choses, il faut briser la marginalisation de nos analyses et faire que la subordination des femmes soit enfin prise en compte comme une question à part entière dans les assemblées politiques et dans les partis politiques. Donc, ce que nous faisons, nous nous attachons à créer des thèmes d'action fédérateurs pour créer des espaces de travail communs avec les partis politiques et avec toutes les composantes du mouvement démocratique pour leur faire partager nos analyses féministes et essayer de faire changer leur système de fonctionnement. Parce que dans toutes ces organisations, la question des femmes est toujours confinée dans des commissions particulières, catégorielles, au même titre que la commission jeune, que la commission handicap, que la commission ceci. Or, les femmes ne sont pas une minorité, les femmes ne sont pas une catégorie. Et ça, ce n'est pas encore quelque chose qui est gagné de le faire entendre par tous. Engager la question des femmes dans ces structures politiques ou associatives mixtes se traduit toujours par des déclarations de bonnes intentions. Tout le monde se dit féministe et invoque des bougées dans ce domaine. En fait, dénonce les effets de la situation, mais ne s'attaque pas aux causes de ce phénomène, c'est-à-dire que les rapports de pouvoir et la domination masculine sont rarement le sujet de débat. Le discours que je vous tiens là n'est absolument pas nouveau. C'est un discours qu'on peut tenir depuis longtemps et qu'on tient depuis longtemps. Mais ce qui est nouveau, je crois, c'est que l'inégalité des sexes est reconnue maintenant officiellement par les institutions internationales comme un obstacle absolu au développement des sociétés. Mais pourtant, les femmes continuent de subir la domination, les discriminations, les violences. Et je dirais, pour finir, que c'est pour ça que nous sommes féministes, en fait, parce que il n'y a que le féminisme qui place au cœur de son projet l'égalité entre les hommes et les femmes, donc qui remet véritablement en cause le fonctionnement politique de ces sociétés, ce qui fait du féminisme un élément moteur pour tout processus de transformation sociale. Je crois, nous pensons que être des citoyennes de seconde zone n'est pas la destinée naturelle des femmes. Donc on appelle à une action commune pour que les analyses féministes soient enfin prises en compte et que soient prises en compte aussi les valeurs sur lesquelles repose le féminisme politique dans les pratiques sociales, car c'est un enjeu du changement social et une des conditions nécessaires pour changer ce monde. Et puis, ce monde, je crois qu'il faut vraiment le changer. Voilà. Merci beaucoup. Bien.